Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va discuter une prolifération dermique, une prolifération cutanée qu'on appelle l'histiocytome fibreux bénin. On peut appeler ça également le dermatofibrome. C'est une prolifération qui est bénigne, qui va atteindre les patients avec un âge entre 40 à 50 ans surtout, mais elle peut atteindre tout âge. Sur le plan clinique, elle va se manifester par une papule ou bien un nodule avec une couleur qui n'est pas modifié par rapport à la peau adjacente, quoique on a des exemples qui montrent un aspect un peu rose, vu le caractère un peu vascularisé surtout lors des phases initiales de l'apparition de la papule, de la lésion, et on peut avoir une tendance également à avoir un aspect qui est un peu brunâtre dans les phases qui sont tardives, vu qu'on aura une pigmentation de la couche basale, une hyperpigmentation qui peut être associée à une hyperplasie mélanocytaire. Et ceci rentre dans le cadre de ce qu'on appelle le phénomène d'induction qui est secondaire à cette prolifération tumorale qui est, rappelez-vous, localisée au niveau du derme. Dans cette vidéo, on va voir l'aspect morphologique de cette prolifération. On va voir aussi l'aspect immunohistochimique. Quels sont les marqueurs qui vont être exprimés par les cellules tumorales et surtout quels sont les marqueurs qui ne doivent pas être exprimés par les cellules tumorales afin de retenir ce diagnostic, le diagnostic du dermatofibrome. Voilà, donc ceci va être le prélément qu'on va étudier afin de voir l'aspect morphologique du dermatofibrome, qu'on appelle aussi l'histiocytome fibreux ou bien aussi l'histiocytofibrome. Et il y a également d'autres noms pour cette entité qu'on va voir dans la partie de la récapitulation. Alors on voit très bien un prélément cutané et on voit cet aspect un peu papuleux, cet aspect surélevé. C'est effectivement le cas présenté par notre malade, c'était une papule localisée au niveau de la main. Et je précise que c'était localisé au niveau de la face dorsale de la main, c'était une peau qui n'est pas normalement une peau acrale, et donc pas une peau palmaire. Pourquoi alors à ce grossissement? Je vois un épiderme qui rappelle l'aspect d'une peau acrale, d'une peau palmaire. On va répondre à la question dans un instant. Alors on voit très bien qu'on a différentes parties, différentes couches qu'on trouve au niveau d'une peau, notamment notre épiderme. On a également notre derme, et le derme, il est infiltré par cette prolifération qui présente cet aspect un peu basophile, un peu clair focalement. Alors la prolifération, elle est centrée au niveau du derme. On voit très bien qu'elle reste séparée de l'épiderme par une zone qu'on voit ici, qui reste saine, qui garde toujours cette teinte éosinophile pâle représentée par les fibres de collagène qu'on trouve au niveau du derme papillaire. Et ça, ce phénomène, on l'appelle le phénomène de Grens zone. Ça veut dire qu'il y a toujours entre la prolifération qui est en bas et l'épiderme une frontière. Pourquoi une frontière? Parce que Grens, en allemand, ça veut dire frontière tout simplement. La lésion, elle peut être macroscopiquement bien limitée, sous forme d'un nodule qui est bien limité, non encapsulé, mais lorsqu'on passe à l'étape de la microscopie, sous microscope, on va observer un caractère qui est mal limité en périphérie. Et on décrit généralement aux limites, au contour de la prolifération, un caractère qui est dentelé. Ça veut dire la prolifération qui va émettre plus ou moins de petits prolongements qui vont essayer de s'insinuer dans les espaces entre les faisceaux de collagène. Ce phénomène est bien visible, surtout sur le côté droit de notre lésion, ce qu'on voit ici, et on voit très bien un emprisonnement, un piégeage des fibres de collagène qui vont être modifiées. Alors regardez, déjà à l'étape de l'observation en faible grossissement, on voit très bien une différence entre la teinte éosinophile un peu pâle qu'on a à ce niveau et celle au niveau des fibres de collagène qui sont en contact de la prolifération. Alors, ces faisceaux de collagène au contact de la prolifération, ils ont un aspect qui est beaucoup plus important en matière de calibre. Ils ont changé également la forme. On a l'impression d'observer des formes qui sont plutôt arrondies et on a une teinte éosinophile qui est beaucoup plus foncée par rapport aux fibres de collagène qui sont à distance de la prolifération. Et cet aspect éosinophile foncé avec un aspect qui est plus ou moins arrondi, on appelle ça des boules de collagène. Alors tout autour, on a le responsable de ce piégeage, c'est les cellules en prolifération. Alors concernant les cellules en prolifération, on a deux aspects qui sont différents. On pourra, selon les cas et selon l'âge aussi de la lésion, avoir la prédominance de l'un des deux composants, au dépend bien sûr de l'autre. Alors le premier type de cellule, c'est l'aspect fibroblastique. C'est un aspect qui est fusiforme. Alors si je passe à un plus fort grossissement, par exemple au niveau de ce foyer, je vais commencer à observer des cellules qui sont déjà organisées en fascicules et qui présentent un aspect allongé, des noyaux qui sont également allongés, avec un cytoplasme qui est minime, avec parfois visibilité de
prolongement de part et d'autre du noyau et qui vont présenter une teinte plus ou moins éosinophile. Donc ça c'est le premier aspect, c'est l'aspect fibroblastique fusiforme. C'est ce qu'on trouve souvent sur des lésions qui sont un peu anciennes. Le deuxième type, ça va être le type histiocytoïde. Comme son nom l'indique, c'est des cellules qui rappellent l'aspect de cellules histiocytaires et souvent l'aspect qu'on va observer, c'est celui de cellules histiocytaires épithélioïdes. Regardez avec moi, c'est surtout ce qu'on va observer en périphérie de la lésion. Pour ce cas, on a des noyaux qui ne sont plus fusiformes comme ce qu'on était en train d'observer pour les cellules d'allure fibroblastique, on a plutôt un aspect qui est ovalaire. Et souvent, on aura à observer des noyaux en inflexion épithélioïde, ça veut dire un aspect qui rappelle un peu la forme de semelle de chaussure, avec un cytoplasme tout autour qui est abondant, avec une teinte qui est pâle, et on a souvent cet aspect qui est un peu grisâtre, un peu bleuté du cytoplasme. Vous voyez très bien à ce niveau le contact intime que présentent ces cellules d'allure histiocytoïde avec la boule de collagène à ce niveau. Donc ce qu'on vient de voir maintenant, c'est les caractéristiques de la prolifération elle-même. On a vu le caractère qui est mal limité en périphérie, on a vu également la Grenz zone, on a vu les caractéristiques des cellules, et j'ai oublié de mentionner en fait que les cellules histiocytoïdes associées à un infiltrat lymphocytaire, c'est généralement ce qu'on va trouver sur les lésions qui sont jeunes. Alors passons maintenant à ce qui est secondaire, ce qui est induit par la prolifération, par les cellules tumorales, c'est ce qu'on appelle le phénomène d'induction. Et cette induction va être le résultat de l'effet que présentent les cellules qu'on a au niveau du derme sur l'épiderme. On voit déjà un exemple de cette induction sur notre prélèvement, sur cette lame. Regardez-moi cette différence entre l'aspect de la peau, de l'épiderme à distance de la prolifération. On a une peau qui est de type B, ça veut dire une peau qui est fine, avec une couche cornée qui est assez fine. On voit très bien une couche granuleuse qui est limitée à une épaisseur de 1 ou bien 2 cellules granuleuses. On a également une couche épineuse régulière et puis la couche basale qu'on voit à ce niveau. Donc aucune anomalie ne peut être détectée sur ce segment. Alors plus j'avance, et plus précisément quand je suis au-dessus de ma lésion, de ma prolifération qui est à ce niveau, on voit très bien cette hyperplasie importante au niveau de l'épiderme. On a une acanthose, ça veut dire une hyperplasie des différentes couches de l'épiderme qui est assez importante. On a un épaississement de la couche cornée, sans garder bien sûr de noyau comme on peut le vérifier à ce grossissement. C'est une orthokératose. On a également un épaississement de la couche granuleuse et un épaississement des différentes autres couches, notamment de la couche épineuse. Et ça, c'est une hyperplasie épidermique qui est secondaire à notre histiocytofibrome ou bien à notre dermatofibrome. Vous voyez très bien qu'on a à ce niveau, ça veut dire au-dessus de la lésion, un aspect qui rappelle l'aspect d'une peau qui est acrale. On a d'autres phénomènes d'induction que j'aimerais vous montrer sur d'autres lames, notamment ici c'est un autre exemple, une lésion papuleuse, on a fait l'exérèse, on a fait la coloration à cheveux et on est en train d'observer la prolifération. On ne va pas revenir sur la prolifération elle-même, on la voit ici. Elle est centrée au niveau de notre derme avec l'épiderme qui est à ce niveau. On voit une petite différence concernant la prolifération par rapport au premier cas, c'est qu'on a une composante fibreuse qui est beaucoup plus importante avec une prédominance de la composante fibroblastique au niveau des cellules tumorales. Ce qui voudra dire que c'est une lésion qui est plus ancienne que la première. Alors pour ce cas, l'épiderme, il a subi une induction, exactement comme le premier, mais d'une façon qui est un peu différente. Alors on voit très bien un aspect qui est hyperplasique, un épaississement de la totalité de l'épaisseur de l'épiderme, mais on voit très bien que c'est pas aux dépens des couches normales au niveau de l'épiderme, c'est plutôt aux dépens d'une couche de cellules basaloïdes. Regardez, et à la différence, vous voyez les kératinocytes normaux qui sont à ce niveau, qui sont plus ou moins matures, ça veut dire qu'ils présentent un cytoplasme qui est abondant et éosinophile. À la différence de ces derniers, on a un aspect basaloïde, ça veut dire un haut rapport nucléocytoplasmique sur cette couche qui est nouvelle, qui est nouvellement rajoutée, qui a été induite par le dermatofibrome. Alors en plus de ça, on a un phénomène et un aspect qui est un peu particulier. Regardez-moi cet aspect à ce niveau, et on a un autre exemple juste à côté à ce niveau. Alors ces structures qu'on est en train d'observer, c'est ce qu'on appelle des corps papillaires mésenchymateux. C'est en fait le stade le plus initial dans la formation des follicules pileux. Et donc cette induction, on va l'appeler une induction folliculaire. Alors, les corps papillaires mésenchymateux, c'est des corps qui comportent deux parties. Une partie épithéliale qu'on voit sur le côté supérieur
de notre corps papillaire mésenchymateux. On voit très bien le caractère qui est jointif des cellules, le caractère basalloïde, l'activité mitotique également qui est importante. On voit très bien plusieurs mitoses, par exemple à ce niveau et à ce niveau. Et puis on a une deuxième composante qui est la composante mésenchymateuse, qui va être représentée par ces cellules d'allure fibroblastique et qui vont commencer à s'insinuer, à pénétrer à l'intérieur de la composante épithéliale. Le tout va donner ce qu'on appelle le corps papillaire mésenchymateux. La même chose et la même description va être valable pour ce deuxième corps. C'est un phénomène qui est secondaire à la présence de cette prolifération qui est le dermatofibrome. Alors on peut avoir également un autre aspect qui est secondaire à cette induction. Regardez-moi ce nouvel exemple, c'est un exemple d'une lésion papuleuse, c'est aussi un cas de dermatofibrome et je passe rapidement vers l'épiderme pour vous montrer à quel degré les modifications de l'épiderme secondaires au dermatofibrome peuvent simuler l'aspect d'un carcinome basocellulaire. Regardez-moi cette prolifération d'allure basalloïde, des cellules à haut rapport nucléocytoplasmique, souvent on a observé également des mitoses, et on voit très bien la palissade en périphérie avec un début de création d'une fente de rétraction autour des cellules en palissade. On voit ça également sur ce deuxième foyer avec cette fente de rétraction, avec la palissade et avec l'aspect basalloïde des cellules. Ce n'est pas un carcinome basocellulaire, c'est l'induction folliculaire qui est secondaire à notre dermatofibrome qui est lui à ce niveau, ça veut dire qu'il occupe la partie centrale de notre derme. Alors comme ça, j'aimerais passer à la récapitulation après les liens virtuels. Donc le dermatofibrome, qu'on appelle également l'histiocytome fibreux, il a également d'autres noms, notamment on peut l'appeler l'histiocytome à cellules épithéloïdes, l'hémangiome sclérosant, c'est une prolifération mésenchymateuse dermique bénigne qui est localisée. Physiopathologiquement, c'est une nature tumorale, c'est une prolifération tumorale, mais on a également un contingent réactionnel. Parfois, on a une notion de traumatisme dans les antécédents du malade, comme une piqûre d'insecte, mais elle n'est pas tout le temps présente. Épidémiologiquement, c'est une tumeur qui est fréquente, elle est plus fréquente au cours des 4e et 5e décennies. Le sexe ratio est de 1, c'est-à-dire on n'a pas une prédominance masculine ou bien féminine, surtout au niveau des extrémités distales. On aura sur le plan clinique un aspect de papule ou bien un nodule qui est isolé, ferme, avec une couleur qui est généralement celle de la peau avoisinante, mais on peut avoir un aspect qui est rose, vu le caractère qui est richement vascularisé surtout lors des étapes initiales de l'apparition de la lésion, ou bien aussi on pourrait avoir un aspect qui est brun, vu le caractère hyperplasique de l'épiderme et aussi l'hyperpigmentation de la couche basale. Macroscopiquement, c'est une tumeur qui est dermique. Ça va être localisé au niveau du derme. La consistance, elle va être ferme, bien limitée, non encapsulée. À la coupe, on aura un aspect qui est blanc ou bien jaunâtre avec des remaniements kystiques et hémorragiques qui sont possibles. Microscopiquement, c'est une prolifération à centre dermique. Même si on a le caractère macroscopiquement bien limité, on aura à observer sous le microscope des contours qui sont irréguliers, dentelés. On aura également le piégeage des fibres de collagène en périphérie avec la formation de sphères très éosinophiles de collagène, ce qui va être appelé des boules de collagène qui vont être séparées des cellules fibro-histiocytaires qui sont d'aspect pâle non atypique. On aura également observé la Grens zone, c'est une frontière entre la tumeur et le derme papillaire. Cytologiquement, on aura deux types de cellules possibles, fusiformes et histiocytoïdes. L'un ou l'autre peut prédominer. Dans les lésions précoces, généralement, on a plus d'histiocytes et des lymphocytes. Dans la phase d'état, on aura la cellularité qui est beaucoup plus importante, avec surtout les cellules fusiformes. Et sur les lésions anciennes, on aura une installation de fibrose. Les cellules fusiformes, ça veut dire les cellules d'allure fibroblastique, elles sont allongées avec des prolongements cytoplasmiques et eosinophiles. Les cellules histiocytoïdes, elles sont plus larges, épithéloïdes, avec un cytoplasme qui est abondant et pâle. Et puis, des atypies et pléomorphismes, souvent ils sont minimes, mais parfois ils sont focalement présents. Les anomalies associées, ça comporte les inductions. Une induction folliculo-sébacée, l'hyperplasie annexée, l'hyperplasie épidermique avec une hyperpigmentation de la basale ainsi que l'hyperplasie mélanocytaire. L'hyperplasie basale, elle peut simuler un aspect de carcinome basocellulaire exactement comme ce qu'on a vu pour le dernier. Concernant l'immunohistochimie, on a des marqueurs qui sont exprimés, notamment le facteur 13A, le CD10, le CD163. On aura une expression du CD68 par les cellules histiocytoïdes, ainsi que l'AML par les cellules fibroblastiques, myofibroblastiques. On ne doit pas avoir une expression du CD34, mais il faut faire attention parce que des cellules dendritiques normales du derme qui vont être refoulées par la prolifération, ça veut dire ce qu'on va objectiver en périphérie, au niveau de la marge de la prolifération tumorale, ça
expriment le CD34 et donc on aura en dehors de la prolifération tumorale des cellules qui sont CD34 positifs. C'est possible, ça ne doit pas être considéré comme des cellules tumorales exprimant le CD34. Les autres marqueurs qui doivent être négatifs comportent la desmine, la nestine, la S100, le mélan-1 ainsi que l'HMB45. J'arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.